Merci et merci aux organisateurs de m'avoir donné l'opportunité de parler un peu de pharmacogénétique. C'est aussi de la médecine de précision, mais un peu différente et avec moins d'applications cliniques aujourd'hui. Donc c'est plus le concept que je vais essayer de défendre ici sur cette médecine qui est censée être adaptée à l'individu en ajustant et qui pourrait permettre de mieux ajuster les doses de médicaments, éviter les effets indésirables et adapter éventuellement des traitements neuroprotecteurs à une cible sous-jacente. C'est aussi des outils pour comprendre comment marchent les médicaments ou même la physiopathologie de la maladie et avoir accès à des éléments moléculaires via la génétique. Alors, le concept, c'est d'étudier finalement la variabilité de réponse à un traitement, donc la variabilité finalement du phénotype de la maladie de Parkinson et de cette réponse au traitement. Et dans notre laboratoire, on a trois approches qui correspondent à peu près à trois grands champs de ce qu'on peut appeler la pharmacogénétique. L'étude du métabolisme des médicaments qu'on utilise pour traiter la maladie de Parkinson, qui pourrait permettre de séparer les bons et les mauvais répondeurs liés à des différences de pharmacocinétique et d'ajuster la dose, d'éviter les effets indésirables s'il y a une susceptibilité génétique notamment à les développer, et puis dans le cas de traitement neuroprotecteur, de pouvoir cibler, stratifier les patients en fonction des mécanismes qui sont impliqués dans le développement de leur maladie pour cibler chez le bon patient la bonne cible. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la médecine personnalisée ou prédictive. Alors, dans la maladie de Parkinson, il y a quelques exemples intéressants dans ces trois domaines. Commençons par l'identification de bons et mauvais répondeurs avec la pharmacocinétique. Alors, je crois que Louise-Laure Mariani vous a parlé du traitement de la maladie de Parkinson un peu hier. Les trucs un peu fancy, là, la stimulation, tout ça, ça concerne très peu de patients. En fait, la plupart sont traités par de la dopa. Et ça marche très bien, la dopa, globalement. Ça passe la barrière, c'est transformé par la dopa décarboxylase en dopamine et ça agit sur des récepteurs dopaminergiques en postsynaptique D1, D2, comme vous le savez. Et dans le Parkinson, on a été très inventif puisqu'il y a plein de médicaments en fait qui agissent sur ces différents facteurs du métabolisme de la dopa. L'inhibiteur de dopa décarboxylase périphérique qui passe pas la barrière, il est systématiquement associé à la dopa. Il y a des inhibiteurs de CO-méthyltransférase, l'antacapone qui passe pas la barrière, la tolcapone qui passe la barrière, qui prolonge un peu l'effet de la dopa. Des agonistes qui vont agir directement sur les récepteurs et puis les inhibiteurs de monoamine oxydase. Alors, quand je me suis intéressé à la pharmacogénétique dans la maladie de Parkinson, on s'est aperçu que cette enzyme-là, la CO-méthyltransférase, donc qui transforme la dopa en 3-O-méthyldopa, en centrale et en périphérique, était intéressante parce qu'elle était justement variable d'un individu à l'autre. Ça, c'est l'activité enzymatique, ça, c'est sa sensibilité à la température, c'est pas très intéressant, mais vous voyez que ça passe de 1 à 5 en termes d'activité enzymatique quand on la mesure dans les globules rouges dans la population, et cette variabilité, elle est quasiment totalement expliquée par un polymorphisme qui fait qu'il y a une enzyme qui est plus fortement active quand elle porte l'allèle valine et quand elle est méthionine, par contre, elle marche moins bien. Donc du coup, dans la population, on a des homozygotes forts métaboliseurs, high, que j'appelle HH ici. On a 25% de mauvais métaboliseurs, LL, et puis on a les hétérozygotes qui se baladent un peu au milieu. Donc la question qu'on s'est posée, c'était de savoir si l'antacapone, qui est un inhibiteur de cette enzyme, avait le même effet dans ces différentes sous-populations, et avec l'hypothèse que l'inhibiteur antacapone de la COMT marcherait d'autant mieux que l'activité enzymatique de base est plus forte, donc il y aura un effet plus fort chez les sujets forts métaboliseurs par rapport aux sujets faibles métaboliseurs. Donc pour ça, on a fait un essai en crossover en comparant, en étudiant l'effet de l'antacapone lors de 2 tests à la dopa, un avec placebo et l'autre avec l'antacapone. Et ce qu'on a regardé, c'est l'allongement de l'effet du Beston. Théoriquement, l'antacapone, elle prolonge un peu la durée de la dopa, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et donc c'est ce delta-là qu'on a pris comme critère primaire. Et on a comparé les homozygotes, donc les forts et les faibles métaboliseurs, dans les 2 groupes.
Pour faire rapide, on a effectivement confirmé ça, c'est-à-dire chez les sujets qui sont forts métaboliseurs, il y a un effet qu'on voit bien de l'antacapone et qu'on connaît quand on traite nos patients, ça prolonge un peu l'effet de la dopa. Et par contre, cet effet-là est faible et non significatif dans cette étude chez les faibles métaboliseurs. Et cette réponse-là clinique, ça c'est sur l'UPDRS, sur le score moteur, elle correspond en fait à des différences de pharmacocinétique avec un allongement qui est bien observé chez les HH en termes de pharmacocinétique de la dopa en noir par rapport à blanc. Et puis, chez les forts métaboliseurs, les faibles métaboliseurs, il n'y a pratiquement pas d'effet. Donc, ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'il y a à peu près 25% des patients parkinsoniens qui répondent pas à l'antacapone. Et c'est un peu ce qu'on a en pratique clinique. On a des patients qui sont plutôt bien répondeurs, puis d'autres qui ne le sont pas. On ne fait pas de test génétique, on donne le médicament, on les revoit 3 mois après, puis si ça n'a pas apporté d'amélioration, on arrête à ce moment-là l'antacapone. On avait fait la même chose, je vais passer vite, mais sur la dopa décarboxylase. Alors là, elle est inhibée, mais vous voyez que dans le cerveau, elle n'est pas inhibée. Et du coup, s'il y a des polymorphismes qui modifient son activité, on pourrait imaginer qu'il y a un effet différent de la dopa chez les patients qui ont ces polymorphismes. Et c'est le cas dans de polymorphismes différents, mais qui modifient l'activité. Vous voyez qu'il y a une différence. Là, plus de l'air sous la courbe, en fait, de l'effet de la dopa, plus que sur sa durée. C'est assez global, à la fois sur le pic et ça ne change pas la pharmacocinétique, puisque là, la dopa décarboxylase, elle est inhibée en périphérie. Donc sur la périphérie, ça n'a pas d'effet. Donc finalement, tout ça pourquoi? Pour l'objectif final, ce serait de pouvoir adapter la dose au patient et le temps, quand on fractionne les doses, le bon timing. Ça, c'est une étude qu'a fait Louis-Laure Mayani récemment sur une centaine de patients qui ont eu des tests à la dopa avant la stimulation cérébrale profonde d'ailleurs. Grâce à ces données, alors avec des données cliniques et des données de génétique, on peut modéliser plutôt pas mal les choses. Vous voyez que la concordance entre ce qui est prédit et ce qui est observé chez les patients est pas si mauvaise que ça. Après, est-ce qu'un jour ça sera utilisé en clinique? Je ne sais pas, parce que ça nécessite quand même de faire des dosages qu'on ne fait pas en pratique courante. Le deuxième sujet, c'est de savoir est-ce qu'on peut prévenir les complications motrices ou non motrices avec la génétique. Là, je vais vous parler essentiellement des troubles du comportement. Vous savez que les agonistes dopaminergiques peuvent être responsables de troubles du comportement de type addiction non comportementale, donc non médicamenteuse. Il y a des addictions à la dopa, c'est vrai, mais les addictions dont je parle ici, ce sont les jeux pathologiques, les achats pathologiques, une alimentation sucrée, notamment la nuit, et une hypersexualité, donc des comportements finalement un peu répétitifs dont le patient n'a pas toujours conscience et qui va impacter sa vie et la vie de son entourage. Ça survient surtout sous agonistes dopaminergiques plus que sous L-dopa. Puis il y a d'autres types de comportements, donc je ne parlerai pas ici. Donc le facteur de risque de développement de ces troubles du comportement dans la maladie de Parkinson, ce sont les traitements et beaucoup plus les agonistes dopaminergiques que la L-dopa. Ça a été très bien montré dans plusieurs études. Et c'est fréquent puisque 50% des patients qui sont traités par agonistes dopaminergiques à 5 ans vont développer, pas forcément des troubles très pathologiques, mais vont développer ce genre de troubles par rapport à ceux qui ne sont pas traités par agonistes dopaminergiques. Donc c'est très fréquent en fait chez les patients, il faut vraiment le monitorer à chaque consultation. Il y a un effet dose cumulée et dose journalière aussi, aux alentours de 200 mg d'équivalent dopa. Il y a un plateau d'agonistes dopaminergiques, mais ces doses dépendent. Alors la génétique dans tout ça, d'abord ça existe aussi dans la population générale, ces comportements, donc ça a été étudié là-bas, dans cette population générale. Ce qu'on pense, c'est qu'il y a une interaction entre des facteurs environnementaux. Quand on habite près d'un casino, on a plus de risques d'avoir un jeu pathologique que quand on habite loin, et puis il y a sans doute un terrain génétique aussi. Est-ce que c'est vraiment génétique? Dans la population générale, ce qui a été fait, c'est des études de jumeaux. On fait ça pour essayer d'estimer l'héritabilité d'un trait. On compare des jumeaux homozygotes qui partagent le même environnement, que les dizygotes aussi, en tant que frères et sœurs. Mais par contre, les homozygotes, ils partagent 100% du génome, alors que les dizygotes, ils partagent 50% du génome. Et donc, quand un trait est plus fréquemment observé chez les monozygotes de façon concordante que chez des dizygotes, ça permet d'estimer le poids de cette héritabilité.
Et dans les troubles du comportement, d'addiction comportementale, notamment le jeu pathologique, ça a été fait dans 2 études qui montrent qu'il y a à peu près 50% d'héritabilité dans ces troubles-là. Donc il y a une composante génétique. Alors quels gènes? Des candidats, il y en a plein, et notamment ceux auxquels on pense en premier, ce sont tous les gènes qui sont tous les acteurs du système de la récompense, dont évidemment la dopamine fait partie et a un rôle assez central, mais il y a tous les modulateurs aussi, qui soient glutamatergiques, sérotoninergiques ou autres, qui modulent en fait la dopamine dans le cerveau. Alors dans la population générale, il y a eu plusieurs études qui ont été faites. Ça, c'était une des premières par Cummings, qui a comparé des sujets avec jeux pathologiques versus des contrôles à parier sur un certain nombre de ces gènes-là. Vous voyez un grand nombre de gènes. Et ce qu'il a trouvé, c'est 2 choses. D'abord, vous voyez qu'il n'y a pas qu'un seul pic, il y en a plusieurs, donc c'est pas un trait monogénique, c'est pas un seul gène qui va sans doute contribuer à cette susceptibilité, c'est plusieurs. Et la deuxième, c'est que ici en ordonnée, vous avez le pourcentage de variance expliqué par chacun de ces gènes ou de ces variants, et vous voyez que c'est très faible, hein, c'est 1 à 5% maximum, et donc c'est beaucoup de gènes, mais qui contribuent très peu en fait pour le trait en question. Et ça touche plusieurs systèmes, hein. C'est pas que le système dopaminergique qui est là, mais c'est aussi les systèmes noradrénergiques, je vois pas très bien, mais enfin GABAergiques, glutamatergiques et autres. Dans le Parkinson, il y a quelques études qui ont essayé de reproduire ou de trouver des résultats, voir si c'était équivalent ou pas. Vous voyez que c'est des petites études avec des petits effectifs, hein, 58 patients avec ICD, 41, 57, celle-ci un peu plus grande, et qui retrouvent comme significativement associés jamais le même gène. Il y en a du système dopaminergique, il y en a du système Green2B, c'est du système glutamatergique, et ça c'est le système sérotoninergique, mais c'est jamais le même gène. Donc, et puis d'autre part, les gènes candidats qui sont étudiés, vous avez vu, c'est beaucoup les récepteurs, mais en aval des récepteurs, il y a aussi tout un circuit de cascade qui pourrait aussi participer à ça. Donc il y a quelques années maintenant, on avait mis en place une étude cas témoin en France pour essayer de voir si on était capable d'identifier des facteurs associés au TCI, troubles du contrôle des impulsions, qui sont ces troubles-là, chez des patients parkinsoniens, donc avec ces troubles, et des patients parkinsoniens sans ces troubles, mais qui avaient été exposés aux agonistes dopaminergiques, qui ne les avaient pas développés, à des doses suffisantes et pendant suffisamment longtemps, qui auraient dû les développer, mais qui ne les ont pas développés. Et on a regardé 50 variants qui correspondaient en fait aux 2 systèmes dont je vous ai parlé, les récepteurs et puis aussi dans ces cascades de signalisation derrière. Finalement, on n'a trouvé que 2 gènes qui étaient associés, le transporteur de la dopamine, qui confirme que le système dopaminergique est sans doute important, mais aussi de façon intéressante le récepteur mu opioïde, qui était également associé avec un variant qui était aussi connu comme étant associé dans l'addiction à l'alcool. Alors pourquoi on a les 2? Est-ce qu'il y a une interaction entre les 2? C'est pas impossible. Je vous rappelle que le système opioïde module la libération de dopamine dans la VTA notamment, donc ça pourrait être par ce biais-là, mais il y a d'autres possibilités. On n'avait trouvé aucun gène des cascades de signalisation en aval des récepteurs associés à ça. On est allé un peu plus loin en essayant de regarder s'il y avait des variants rares. Tout ce que je vous ai montré là, c'est des variants qui sont fréquents en fait dans la population. Mais est-ce qu'il y a un enrichissement de variants rares qui pourrait participer à cette susceptibilité génétique? Du coup, dans la même étude, on avait pris les extrêmes, ceux qui étaient vraiment très très addicts et ceux qui n'étaient pas du tout, alors qu'ils avaient des fortes doses d'agonistes. Et on avait regardé le nombre de variants rares dans différents systèmes biologiques. Et de façon intéressante, ce qu'on avait trouvé, c'était un seul qui avait été répliqué dans une autre cohorte indépendante, qui est le système de l'adénylate cyclase, donc justement en aval des récepteurs à ce domaine transmembranaire, semblant suggérer qu'il y a aussi une participation de ça. Et puis finalement, on a une étude en cours sur l'épigénétique. L'épigénétique, vous savez, c'est ce qui transforme l'ADN, enfin c'est des transformations de l'ADN qui sont liées à des facteurs extérieurs, et notamment les médicaments transforment ces spots épigénétiques. Et donc Emmerich, un étudiant de laboratoire, a comparé des patients qui ont
qui vont développer ou pas dans notre cohorte longitudinale des troubles du comportement et trouve aussi des modifications épigénétiques un peu différentes sur certains systèmes, aussi le système de l'adénylate cyclase et puis le système glutamatergique. Donc finalement, comme vous l'avez vu, c'est sans doute des traits polygéniques qui impliquent sans doute le système de la récompense en termes de récepteurs, peut-être aussi les cascades de signalisation en aval, mais il n'y a pas un gène en particulier qui contribue à ça. Ce qui est intéressant, c'est que si on ajoute cette information génétique aux prédicteurs habituels de ces troubles, les gens jeunes, les de sexe masculin, les doses de traitement, on améliore finalement les algorithmes de prédiction. On peut essayer de prédire ceux qui vont développer ou pas des troubles. Et oui, dans cette étude, on avait fait, on avait comparé un algorithme sans les facteurs génétiques et avec les facteurs génétiques. Vous voyez qu'on améliore les capacités de prédiction. Et l'année prochaine, on va débuter avec, toujours Louise Laure-Mayani d'ailleurs, une étude nationale où on va, avec un algorithme, alors il n'y aura pas la génétique initialement, peut-être qu'on l'implémentera après, mais un algorithme de prédiction et d'aide à la prescription. On va comparer ça par rapport à ce que font les neurologues en standard, en randomisant les patients, soit avec algorithme, soit sans. Et on va voir si on est capable de diminuer la prévalence de ces troubles après 2 ans de traitement. Finalement, le dernier aspect, c'est est-ce qu'on peut cibler des populations, sous-populations particulières pour mieux traiter ou développer des traitements neuroprotecteurs. Vous savez que la maladie de Parkinson, c'est plusieurs mécanismes. En fait, on parle beaucoup de la synucléine, mais il y a aussi une dysfonction mitochondriale, du lysosome, une neuroinflammation. Et en fait, l'idée de la stratification, c'est essayer de voir quels sont les profils qui sont plus reliés à un mécanisme en particulier pour pouvoir adresser le bon traitement au bon mécanisme à la bonne sous-population. Des gènes, il y en a beaucoup dans le Parkinson. Il y a les gènes qui sont responsables des formes familiales mendéliennes classiques, autosomiques dominantes ou récessives, qui sont très rares. En fait, les mutations dans ces gènes-là sont très rares, mais ils confèrent un risque de développer le Parkinson très fort, quasiment systématique pour les mutations synucléines, par exemple. À l'inverse, il y a plein de variants fréquents dont on est tous porteurs, mais qui confèrent un risque de développer la maladie de Parkinson, mais très faible, de l'ordre de 1 à 5%. Mais quand on les combine, finalement, on a un terrain génétique qui peut être plus fort pour développer la maladie de Parkinson. Et puis entre deux, on a des variants qui sont un peu plus rares, mais pas aussi rares que les mutations, et qui vont conférer un risque plus élevé, mais pas aussi élevé qu'une mutation réelle familiale. Ça, c'est un peu le panorama de la génétique du Parkinson, et ça correspond en fait au panorama de la génétique des maladies complexes en général. Alors, je vais juste faire un focus sur 2 de ces variants, 2 de ces gènes, un qui concerne le gène LARC2, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est dans les 2 d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas trop si c'est un facteur de susceptibilité ou un vrai gène dominant de la maladie de Parkinson. Mais en tout cas, quand il a une mutation, c'est une sérine tréonine kinase, donc une enzyme qui phosphoryle, et quand elle est mutée, il y a une augmentation de cette activité kinase qui est responsable de formes autosomique dominante à pénétrance incomplète de maladie de Parkinson. C'est rare chez les Caucasiens, c'est beaucoup plus fréquent en Afrique du Nord, c'est 30% des patients d'Afrique du Nord qui sont porteurs de cette mutation. La maladie de Parkinson n'est pas très différente d'une maladie de Parkinson classique. Mais comme c'est une kinase, c'est pas très compliqué pour les laboratoires pharmaceutiques de fabriquer des inhibiteurs de kinase, plus ou moins spécifiques de cette molécule. Et actuellement, il y a plusieurs laboratoires qui font ça. Nous, on avait collaboré avec 3 d'entre eux pour faire ce qu'on appelle des études de phase 0. C'est-à-dire qu'on identifie des patients qui sont porteurs ou non porteurs de la mutation et on voit dans le sang périphérique si l'inhibiteur de kinase, enfin d'abord quelle est l'activité kinase et deuxièmement si l'inhibiteur de kinase est efficace et à quelle dose, et ça marchait plutôt pas mal. Et parmi celles-là, il y a ces 2-là qui vont passer en phase 2 bientôt, et il y a une étude d'un autre laboratoire Biogène qui est en cours actuellement en phase 2 également avec cet inhibiteur de kinase. Donc l'idée là, c'est vraiment de cibler les patients qui sont porteurs de ces mutations.
Il y en a un autre qui s'appelle GBA, qui est le gène qui code pour la glucocérébrosidase. Il est un peu particulier parce que quand il est muté sur les deux allèles, il donne une maladie récessive qui s'appelle la maladie de Gaucher, qui est une maladie de surcharge qui est liée justement à un défaut d'activité enzymatique du lysosome. Et quand on a une seule allèle mutée, l'autre compense et on n'a pas de maladie de Gaucher. Par contre, on a un risque plus élevé, multiplié par 6, de développer une maladie de Parkinson. Donc, c'est un vrai facteur de risque de maladie de Parkinson. Et par rapport à l'autre, il est plus fréquent. Si on inclut les variants Gaucher et puis d'autres variants, il y a 10 à 13% de la population parkinsonienne qui est porteur de cette mutation-là, enfin de ces variants. Et l'autre particularité, c'est que je vous ai dit que pour les LRRK2, c'était des maladies de Parkinson banales. Il semble que les formes qui sont associées avec une mutation GBA soient des formes un peu plus graves, un peu plus sévères dans leur progression, et notamment sur le déclin cognitif. En bleu, c'est ceux qui n'ont pas de variant. En rose, ici, c'est ceux qui ont des variants GBA. Et vous voyez que le déclin cognitif est plus important chez ceux-là que chez les bleus. Ça a été confirmé dans beaucoup d'études, y compris d'ailleurs après la stimulation cérébrale profonde, où les patients qui sont opérés sans variant ici en rose, enfin ceux qui ont un variant GBA par contre en bleu, ont un déclin cognitif qui est plus important que ceux qui sont opérés mais qui n'ont pas de variant. C'est une question qui reste en suspens aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut ou pas opérer ces patients-là? Ce sont des moyennes, mais c'est un exemple de comment la génétique pourrait informer sur la manière de guider le traitement peut-être à l'avenir. Alors le problème, c'est que c'est pas disponible en clinique. C'est-à-dire que vous pouvez pas demander cherchez-moi le variant GBA, LRRK2 ou tout ça au laboratoire. Et donc en France, on a mis en place avec le réseau NSPARC et le réseau des centres experts Parkinson une cohorte plateforme finalement qui permettent de faire le génotypage systématique au moins de ces gènes-là et au moins dans les formes précoces de maladie de Parkinson avec deux objectifs. Un, de pouvoir modéliser la progression de la maladie en fonction des variants. Et puis deux, de pouvoir inclure des patients qui sont porteurs de ces variants dans des essais thérapeutiques. Et je vous ai parlé des essais thérapeutiques LRRK2 tout à l'heure, mais il y a un essai thérapeutique actuellement en cours sur GBA pour augmenter l'activité enzymatique et essayer de ralentir la progression de la maladie. Donc grâce à cette cohorte, il y a 1500 patients maintenant qui sont inclus, mais vous voyez qu'il y a un nombre conséquent de patients qui sont porteurs de variants LRRK2 ou GBA dedans. C'est des patients en début de maladie qui sont tout à fait éligibles à ces études. Et pour l'étude qui s'appelle Activate PD, qui est sur ce variant GBA, on s'est servi de cette base de données en fait pour identifier les patients avec mutation, ceux qui étaient éligibles. Et après, il y en a qui refusent bien sûr, mais ceux qui veulent, ils peuvent être inclus dans l'étude. Donc j'ai fini et donc j'ai essayé de vous convaincre que la pharmacogénétique pourrait être un outil intéressant pour personnaliser le traitement de nos patients, soit pour ajuster la dose, prévenir les effets indésirables, ou et c'est en cours actuellement faire des essais thérapeutiques de précision. Mais c'est aussi un outil intéressant pour mieux comprendre et faire le lien entre la clinique et les éléments moléculaires de la maladie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce topo très didactique et sur la médecine du futur. Y a-t-il allez, peut-être une question, la place pour une question dans la salle. Donc Profite, c'est la question que j'ai jamais osé poser. Non, est-ce qu'il y a des arguments pour penser qu'il peut y avoir un effet différentiel des deux inhibiteurs de la dopa-décarboxylase qui sont disponibles, donc carbidopa et benzérazide, ou est-ce que c'est parfaitement équivalent c'est à peu près équivalent. En fait, il y a une ou deux études qui ont comparé les deux inhibiteurs. Donc, ce dont parle David, c'est, vous savez, dans le Modopar, il y a de la levodopa et du benzérazide, et dans le Cinemet, il y a de la levodopa et de la carbidopa. Donc, ce qui change, c'est l'inhibiteur de dopa-décarboxylase. Et donc, cette étude montre qu'effectivement, c'est la même chose, c'est le même effet dose pour dose de carbidopa et de benzérazide. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le Modopar, il y a
pas la même dose de bensérazide que dans le cinémètre. Dans le Modopar 125, il y a 100 mg de dopa, 25 mg de bensérazide. Dans le cinémètre, il y a 100 mg de dopa et 10 mg de carbidopa. Et donc, sans doute que l'effet de la carbidopa est un peu moindre dans le cinémètre que dans le Modopar. Après, la comparaison entre les deux, je crois pas que ça a été faite. Mais dans le Stalevo, qui est avec de la carbidopa, donc un peu du cinémètre plus de l'antacapone, ils ont mis 100 mg de dopa, 25 mg de carbidopa, donc comme pour le Modopar. Mais on est en excès de toute façon, donc on est sans doute, je pense pas que ce soit le facteur limitant parce que les doses d'inhibiteurs de dopa décarboxylase sont en excès en fait dans ces médicaments. Bon, un grand merci pour cette première partie de session matinale.